Et donc je vous propose de regarder la première vidéo de Bolshevik, qui est le fils de pub pour Blast, donc manipulation de masse, les marques, une invention aux origines de la société de consommation. Donc rien que le titre, ça annonce un petit poulet. Donc Bolshevik, vous connaissez, hein, on en a déjà parlé sur la chaîne, on a déjà react à ses vidéos, chaîne de pop culture politique et sociétale, qui fait des vidéos pour l'humanité et donc pour Blast aussi là maintenant. Et le fils de pub, on n'en a pas encore parlé je crois, ou très peu, donc qui fait des lives sur Twitch quasiment tous les matins, 9h-11h, un truc comme ça, très cool, le journal des bonnes nouvelles, et il a une chaîne YouTube où il parle donc de publicité. Vous êtes fort. Et il a fait vraiment des trucs très sympas. Et en vrai, bah déjà, c'est ultra pertinent que le fils de pub fasse ça, bien évidemment, hein, parce que c'est dans le nom, le fils de pub, donc il fait de la pub, il parle de publicité. Je trouve ça intéressant que ce soit avec Bolshevik, déjà parce qu'ils sont potes dans la vraie vie, mais même au-delà de ça, il y a aussi le côté, les marques, la publicité jouent aussi beaucoup sur la pop culture, et Bolshevik, bah la pop culture, c'est son rayon. Donc je trouve ça à la fois pertinent, les deux, je les adore, donc ça sent le banger. Alors pour les personnes qui viennent d'arriver, pour le best-of un peu, donc la vidéo je l'ai téléchargée malheureusement parce que j'ai un gros problème de connexion internet slash je sais pas, l'ordi refuse de mettre la vidéo et de faire le live en même temps, donc désolé d'avance, elle est téléchargée, donc voilà, ça me fait chier, mais bon, au moins on va pouvoir normalement regarder la vidéo de Bolshevik et le fils de pub. Enfin, bon allez, c'est parti, tout le monde. Elles sont plus puissantes que des États. Elles s'approprient notre culture, elles façonnent notre société et nos imaginaires. Elles peuvent modifier les lois grâce à leur lobby et elles ont même créé des idoles vénérées par des millions. Alors, ce qui est marrant, c'est que tout ce qu'ils disent, c'est vrai, parce qu'on parle des marques, hein, mais la petite musique en mode Requiem for a Dream, tout ça, ça fait tellement théorie du complot. C'est fait exprès, bien évidemment, je suis pas débile, mais je trouve ça marrant le côté ouh, attention, ceci est un complot qu'on met contre la population, sauf qu'en vrai, bah c'est vrai, c'est ça qui est ironique, mais bah tout est vrai pour l'instant. Et c'est rigolo, ça annonce un poulet. Plus puissantes que des États. Elles s'approprient notre culture, elles façonnent notre société et nos imaginaires. Elles peuvent modifier les lois grâce à leur lobby et elles ont même créé des idoles vénérées par des millions. Vous travaillez pour elles, vous consommez chez elles, vous les croisez à tous les coins de rue, elles sont partout. Dans vos gouvernements, dans vos modes de vie. Elles sont dans les villes, dans les campagnes, sur les réseaux sociaux. Et le pire c'est que oui, ça marche parce que les marques, elles sont vraiment dans les villes, dans les campagnes, dans les réseaux sociaux. Et ce qui est fou avec les marques en plus, je trouve, c'est elles ont tellement gagné la bataille, j'allais dire culturelle, mais oui, c'est un peu ça. La bataille culturelle, la bataille de nos habitus, que quand il y en a marre, pas de stress, si j'y vais bien, Carglass répare. Tout ça, vous les connaissez, toutes, et je pourrais en donner d'autres, hein. Mais tout ça pour vous dire que elles ont tellement gagné, les marques, que on connaît leur logo par cœur. On peut avoir des affiches dégueulasses dans le métro, énormes. C'est dégueulasse, alors que les métros parisiens, en vrai, il y a un vrai charme. Parce qu'en vrai, les métros parisiens, si vous êtes déjà allé à Paris, c'est dégueulasse, sur plein de points. Mais, si jamais c'était propre, si les gens savaient de se tenir et pas pisser un peu partout, s'il n'y avait pas ces énormes panneaux publicitaires, en vrai, ils seraient stylés, la plupart des métros parisiens. Bon, il y en a, ils sont quand même stylés parce que, ben, soit c'est les quartiers des bourgeois, soit c'est des quartiers touristiques, soit les deux. Genre le Louvre, par exemple, la ligne 1, elle est magnifique, il y a quasiment aucun problème. Mais prends la ligne 13 ou la ligne 7, c'est pas partout excellent, quoi. Mais tout ça pour dire que, non, les marques, elles sont partout dans notre quotidien, et ce qui est horrible, c'est qu'on l'a accepté. C'est que c'est normal. Et je m'inclus dedans, hein. Mais c'est quand même fou de se dire que les marques, elles ont tellement gagné qu'il y en a partout, et on se pose pas la question de est-ce que c'est légitime, est-ce que c'est intéressant. Dans ce nouveau format pour Blast, on va vous parler du plus grand pouvoir politique au monde, et ce ne sont pas les reptiliens, la matrice ou... Ce sont les entreprises. Mais au fond, tout ça vous le savez déjà. Vous savez que les produits laitiers ne sont pas nos amis pour la vie. Alors oui, hein, pour les personnes qui en doutent, les produits laitiers sont pas du tout nos amis pour la vie. Le lobby du lait, c'est l'un des lobbies les plus puissants, implantés et surtout mensongers et dangereux en termes, enfin pas dangereux mais cyniques au possible. Parce que le lobby de la clope, à l'époque, ouais, c'était vraiment des enculés en mode non mais vous inquiétez pas, la clope c'est bon pour la santé, hein. Ouais. Mais aujourd'hui, le lobby de la clope peut plus faire semblant que la clope c'est bon pour la santé, c'est terminé ça. Par contre, le lobby du lait, il peut toujours dire aux enfants, non mais buvez du lait, c'est bon pour le calcium, c'est bon pour les os, et même quand t'es ado, on est le seul mammifère au monde qui continue à boire du lait une fois sevré, une fois adulte. Est-ce que c'est pas une dinguerie? Et si on disait juste, non mais le lait, c'est bon, et c'est vrai que le lait c'est bon à manger, je veux dire à boire, le lait, le fromage, tous ces trucs là, c'est super bon à manger, moi j'adore, hein. Mais il y a une différence entre dire, prenez du fromage, c'est stylé, c'est super bon, et prenez du fromage, c'est bon pour la santé, alors que pas tant que ça en vrai. Et ce qui est terrible avec le lobby du lait, c'est que ils ont
ont une influence sur les enfants. Tu vois, genre le lobby de la clope, le lobby des armes à feu, ces genres de lobbies. Heureusement, la majorité de la population est pas assez teubée pour croire qu'on peut laisser des enfants fumer des clopes, boire de l'alcool ou tirer avec des guns. Sauf les ricains, mais ça c'est un autre débat. Alors que le lait, ben on donne ça à nos enfants quoi. Je dis pas ça en mode oh mon dieu on donne un truc toxique à nos enfants, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que bah on en a pas besoin, même les enfants. Une fois que t'as arrêté d'être un bébé, t'as plus besoin de lait. Peut-être certains cas extrêmes, hein, je suis pas un expert, mais la plupart du temps t'as pas besoin de lait quand t'es enfant. Et pourtant le lobby du lait il continue à les produits laitiers sont nos amis pour la vie quoi. Alors que non. Que McDo ne veut pas que vous veniez comme vous êtes, que Nike ne veut pas que vous le fassiez et que le client n'est pas vraiment roi. Sauf que c'est bien pire que ça. Les marques, c'est pas juste de la com, c'est une véritable rupture civilisationnelle unique dans l'histoire de l'humanité. Réel. Carrément. Et c'est le sujet de l'épisode du jour. Bienvenue dans Corporate. Oh là là, ça sent tellement le banger, ça sent tellement le banger. Mais oui, non mais les marques, en fait ce qui est horrible c'est que les marques, les entreprises en règle générale, c'est elles qui ont le pouvoir. On est passé de, je vais pas refaire depuis l'aube de l'humanité, hein, mais à partir des royautés. On est passé de royauté, noblesse, clergé, tiers état, tout ça, toi-même tu sais. On est passé de ça, donc la noblesse et clergé qui soumettent le tiers état à révolution bourgeoise, etc. avec révolution française, etc., etc. On est passé de ça à un pouvoir ultra-capitaliste bien vénère, hein, à l'époque de l'ère industrielle, qui était donc par des grosses entreprises, mais qui avaient beaucoup de pouvoir, mais économique. Ils avaient beaucoup de pouvoir économique et sur leurs employés. Le marché était pas régulé, le marché était pas cadré, donc ils pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient en mode « Ah, vous voulez faire des grèves, vous voulez être payé plus qu'une misère et tuer au travail. » Oui, c'est pertinent ce que vous demandez. Allez, milice privée pour niquer la grève et tuer des gens. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Ils voulaient pas spécialement tuer des gens, hein, mais il y a eu quand même des morts, des blessés, etc. Sauf que ils avaient un pouvoir économique, un pouvoir sur leurs entreprises, mais pas un pouvoir politique. En tout cas, ils en avaient un, mais ça restait quand même les politiques qui avaient le dernier mot, entre guillemets, on va dire. Même si ça se trouve non, mais en tout cas, c'est ce qu'on voulait nous faire croire. Aujourd'hui, bah, petit à petit, c'est les entreprises qui, non seulement ont le dernier mot, mais qui en plus influencent les politiques. On voit, regardez, Macron qui veut pas rétablir les SF, Hollande qui a donné des subventions et des machins, des milliards aux entreprises pour, s'il vous plaît, donner des emplois. Mais vous êtes pas obligés, hein, on va pas faire de contrat, vous inquiétez pas, mais SVP, ce serait bien. Netflix, Amazon, etc., qui payent aucun impôt, etc., c'est clairement qu'ils ont gagné. Stylé le générique. Stylé de ouf. Ah, c'est cool qu'ils mettent les auteurs et les illustrations, c'est cool. Les marques font tellement partie de nos vies qu'on ne questionne même plus leur présence. Mais en fait, d'où viennent-elles? Pour ça, il faut remonter aux origines même du capitalisme industriel et de la société de consommation. Vaste projet, me direz-vous, et pourtant, c'est ce qu'a documenté notre co-auteur Anthony Galuso dans La fabrique du consommateur. La fameuse société de consommation, on croit tous savoir ce que c'est. Depuis une cinquantaine d'années, on aime bien la critiquer et en même temps, on trouve ça un peu cool. Il y a des tonnes d'écrits, de pamphlets, de films qui la dénoncent. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien. Mais en fait, là où il a raison, le fils de pub, c'est que clairement, la société de consommation, elle a commencé dans les années 50, un truc comme ça. Et à la fois, on la dénonce parce que, bah, effectivement, comme le dit Brad Pitt, on nous fait croire qu'on a besoin de merde qui nous servent à rien. On nous fait croire que posséder, c'est être heureux, acheter, c'est être heureux. Typiquement, la musique, je possède des thunes. Alors j'achète des trucs, comme ça les autres voient que j'ai des trucs. Et ils se disent, mais moi aussi je veux des trucs. Et du coup, je suis content. C'est exactement ça. Mais en même temps, ben, force est de constater que c'est cool. C'est cool d'avoir des trucs. Genre, moi, je suis très content d'avoir ma Switch, d'avoir mon ordi, d'avoir mon téléphone. Il y a des trucs comme ça, je suis très content de les avoir. C'est ça où, non seulement c'est paradoxal, et en plus, c'est ultra dangereux, la société de consommation, c'est que contrairement à la noblesse, le tiers-état, le capitalisme industriel de l'époque, etc., c'est que à l'époque, on nous disait, ferme ta gueule, va mourir là-bas, travaille pour moi esclave de ménage. On nous donnait très peu de contrepartie. Un salaire de merde, une maison de merde, mais que des trucs de merde. Donc c'est normal que les gens ils se sont dit au bout d'un moment, me faire exploiter comme ça rapporte pas tant. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement? Mais là, avec la société de consommation, ce qui est horrible, c'est qu'il y a ce truc de, on me baise là tous les jours. Et d'un côté, j'aime bien ma PS5. À côté, j'aime beaucoup mes sneakers. Je vais pas trop gueuler parce que j'ai pas envie de perdre ce que j'ai. C'est ça qui est terrible. Mais concrètement, c'est quoi la société de consommation? On a l'impression que ce serait une société où on consomme plein de trucs. D'aucuns diraient trop. Mais d'autres diraient que c'est quand même un progrès par rapport à avant où on n'avait pas assez. Prenez le temple de la consommation, le supermarché.
Comme son nom l'indique, c'est juste un marché, mais en super. Ah, le supermarché, ça c'est vraiment typiquement le truc, l'exemple parfait de la société de consommation. C'est on met tout ce dont tu as besoin dans un grand magasin qui va être déshumanisé parce que les employés, j'ai été employé de magasin, je travaillais à Monoprix, les employés sont pas respectés, que ce soit par le patron ou par les clients, hein. Pas tous évidemment, pas tous. Si, tous Christine, pas tous. Mais ils sont pas respectés, les employés, ils sont pas qualifiés pour la plupart. Alors des fois il y a des exceptions, hein. Dans les grands supermarchés, il y a un spécialiste boucher, boulanger, poissonnier des fois, mais bon voilà quoi. Mais à côté de ça, la consommation, c'est vraiment, tu prends ta merde faite de façon industrielle et chimique et voilà, tu fermes ta gueule quoi. Alors qu'avant, il y avait quand même ce truc de t'allais chez le boulanger, t'allais chez le boucher en mode ah vous me conseillez quoi aujourd'hui? Ah bah là on a une bonne, ou le fromager, hein, là on a une bonne tome de Savoie, vous m'en direz des nouvelles, etc. Tu vois. Et c'est devenu un luxe de pouvoir se permettre d'avoir des trucs un peu moins mid, un peu moins osef, un peu moins dégueulasse, et de pouvoir avoir une vraie expertise sur ce qu'on consomme. Et là où la société de consommation nous a baisé, c'est que c'est devenu de plus en plus facile d'acheter de la technologie, d'acheter du divertissement, d'acheter la Fnac en fait. C'est de plus en plus facile d'acheter à la Fnac, mais c'est de moins en moins facile d'acheter la nourriture, etc., etc., de bonne qualité. D'acheter tout court. Maintenant, ça devient de plus en plus difficile. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, oui, quand j'étais plus jeune, les 8 steaks hachés Aldi, c'était 5 balles, un truc comme ça. Aujourd'hui, c'est presque 10 balles pour les mêmes. Et encore, ils sont moins bien qu'avant, tu vois. Ça, c'est un vrai problème. Et le supermarché, c'est vraiment le truc qui nous a baisé parce que c'est trop pratique. C'est trop pratique. C'est vraiment la représentation parfaite de la société consommation parce que c'est trop pratique. T'es là, en mode, pourquoi se faire chier à aller chez le boulanger, ensuite chez le boucher, ensuite chez le fromager, ensuite chez machin, si c'est chaud là, chez Chochi, chez chaud là, alors que tu peux tout simplement tout faire dans le même truc où ça va aller super vite parce que t'as une caissière sous-payée qui est obligée de faire tout super vite et t'as pas à supporter la petite vieille qui parle avec son boulanger qu'elle connaît tous les jours et avec qui elle va parler 5 minutes le temps que ce soit ton tour. On est dans une société qui va tellement vite, qui va aller tellement vite, et je m'inclus dedans, hein, attention, que ouais, le supermarché c'est pratique. Et ça nous a baisé sur nos habitudes, sur notre manière de voir les produits, de consommer, etc. Et ça nous a habitués à la société de consommation et ça nous a fait accepter plus facilement certaines choses qui, il y a 50 ans, auraient été intolérables. Eh ben non, un supermarché, c'est pas juste un gros marché avec plus de stock et plus de choix. C'est quelque chose d'entièrement différent. La société de consommation, c'est pas juste qu'on consomme plus qu'avant. Fondamentalement, c'est une société où les individus consomment des choses qu'ils n'ont pas produites. Ça paraît normal aujourd'hui, hein, presque naturel, alors que c'est une rupture assez récente avec des siècles d'humanité qui a changé nos modes de production, nos rapports sociaux et jusqu'à tout notre univers mental. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Mais qu'est-ce qu'ils font là? Un réflexe inconscient. Un vague souvenir de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Cet endroit tenait une place importante dans leur vie. Vous l'avez, ils sont tellement aliénés que même en zombie, ils vont au centre commercial. Vous l'avez, mais ils ont raison dans le côté que avant, tu produisais ce que tu consommais ou à la rigueur ce qui était dans ton cercle proche, donc ton village, ta petite ville, etc. Mais avec l'ultra-industrialisation et surtout l'ultra-urbanisation, on est de plus en plus de grandes villes, les métiers, c'est de plus en plus des métiers du tertiaire, des métiers de service, et donc il y a de moins en moins ce truc de, tu consommes ce que tu manges, et il y a de moins en moins de place et de moyens d'avoir son petit potager, ou de faire du troc, enfin ce genre de truc quoi. Et ça malheureusement ça nous a baisé, même si c'est pratique. Resituons, entre le 15e et le 18e siècle, le monde n'est qu'une immense paysannerie, où 80 à 90% des hommes vivent de la terre, rien que d'elle. La très grande majorité des gens occupaient leur journée à faire pousser ou à élever ce qu'ils allaient bouffer, à fabriquer, à coudre, à bricoler les choses dont ils avaient besoin. Ou alors à la rigueur il y avait du troc ou vite fait quand t'avais besoin d'un truc bien précis, genre je sais pas moi, un pot ou une chaise, bon t'as peut-être pas l'expertise pour la faire, là t'allais dépenser quelques deniers pour ce truc où t'avais vraiment besoin de ça. Mais c'est vrai que c'était beaucoup tu fais tout seul ou alors tu troques. Et ça a énormément impacté notre façon de voir le monde et façon de voir la consommation et passer de la ruralité à une espèce de guerre dans le 20e siècle entre capitalisme et socialisme. Alors communisme oui, mais vous voyez ce que je veux dire, la gauche et la droite quoi. Et la droite a beaucoup plus facilement gagné parce que nos habitudes sont allées dans le côté de la droite, dans le côté du capitalisme, du libéralisme, etc. C'est logique en fait. Si jamais on t'habitue à aller au centre commercial, à consommer comme un porc, à être en mode ouais t'inquiète, l'urbanisation à outrance, le rapport humain on va le baisser au maximum, fatalement
finalement ça va servir plus le capitalisme que le reste. Alors, bien sûr, il y avait des échanges marchands de plus en plus importants, y compris d'un bout à l'autre du monde, mais absolument pas comparables avec ce qu'on a maintenant. Prenez un truc tout con. En 1650, un petit Paris-Marseille, ça prenait en gros 15 jours. Oh la vache, 15 jours. Avec la révolution industrielle, en 1887, c'est 13 heures. Et aujourd'hui, c'est 7h30 par la 7 et 3 heures en TGV. Rajoutez à ça que, bon, si t'as le privilège d'avoir un petit mulet, L'animal, hein, pas la coupe. tu peux transporter, je sais pas, des bijoux, des épices, des cartes Pokémon, mais tout de suite, des poutres métalliques ou des tonnes de céréales, c'est plus compliqué. Bon, sans parler qu'il faut pas se faire traquenarder au détour d'une route. Ou plus généralement, ne pas mourir. Parce que si tu t'embourbais au milieu de rien avec un petit fond de choléra, c'était ciao. Et ajoutez à ça la conservation des produits. La viande pas fumée, t'oublies tout de suite, hein. Et même des patates, les 15 jours de trajet, c'est limite. La très grande majorité de ces échanges se font à proximité. On va vendre nos céréales au marché d'à côté, s'acheter un petit couteau chez l'artisan et se prendre à l'auberge un petit menu XL Fayot supplément tranche de lard avec un godet de pinard. On a plutôt des marchés que le marché au sens où on l'entend maintenant. C'est ce que je disais, et ils le disent bien mieux et avec bien plus d'explications, mais ils ont totalement raison de dire que la technologie, en plus du supermarché et tout, a influencé tout ça. Parce que oui, à l'époque où t'avais une mule, un cheval, juste pour pouvoir faire des trajets, fatalement, tu pouvais pas faire les mêmes trajets qu'aujourd'hui avec le TGV, c'est logique. Mais même, tu le vois même avec, même sans parler de trajets physiques, hein, mais juste le moyen de communication aussi, ça a beaucoup joué là-dessus. Là où tu devais envoyer des lettres, avant ça mettait je sais pas combien de temps, ou un télégramme, télégraphe, etc. Aujourd'hui, là, je peux envoyer à ma mère un message en 2 secondes, elle le recevra là instantanément. C'est quand même dinguerie. Et tous ces progrès technologiques, ça a apporté du bon et du mauvais. Et malheureusement, ces progrès technologiques, ils ont été souvent créés par et pour la classe bourgeoise, par et pour les classes supérieures qui en ont profité pour modeler le monde à leur façon en utilisant ces nouveaux supports. Même s'il y a des exceptions bien sûr et que tout le monde n'est pas tombé dans le piège. Mais fondamentalement, on est tous tombés dans le piège sans le voir parce qu'on a grandi dans ce monde. Et ça change tout. Avec la progression fulgurante des modes de transport, la concentration de la production permise par l'industrialisation et l'accroissement de la division du travail, on entre dans un monde où les choses que vous consommez ont été produites et acheminées depuis un ailleurs lointain. C'est l'annihilation de l'espace par le temps. Ouais, Doctor Who. Alors, oui, dit comme ça, on dirait de la science-fiction, mais pour nos ancêtres, c'en était. On a déconnecté la production de la consommation. On entre dans la société de consommation. Avant, t'allais pas faire ton pain avec la farine qui vient du blé de chez Dédé, parce que tu savais qu'il avait eu le mildiou. Le poisson pas frais. Voilà ce que ça sent. Viens me le dire ici qu'il est pas frais. Là, plus du tout. Les produits, tu vas les acheter dans les grands magasins, tu sais pas d'où ça vient, comment ça a été fait et par qui. Le processus et le travail a été invisibilisé. C'est vrai que c'est une dinguerie quand ils pensent, hein, parce qu'on est habitué, encore une fois, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, on a l'habitude de cette société de consommation et de consommer comme ça. On a l'habitude, on a grandi dedans, on a été élevé dedans. Alors peut-être pas nos grands-parents, peut-être pas ceux qui sont nés dans les années 30 ou 40, et encore, il y en a de moins en moins des gens qui vivent, qui sont nés dans ces années-là, mais pour la plupart d'entre nous, on a toujours connu ça. Mais quand ils pensent, c'est vrai que c'est une dinguerie de se dire, on consomme des trucs, on sait pas qui l'a fait, ou comment, et juste on fait confiance. Et on pourra me dire, oui, McDo, tout ça, mais non, mais même sans parler de McDo et des trucs comme ça. Genre même le supermarché, genre ton steak, vraiment que du steak. Genre, tu sais, les steaks surgelés par 10 là, c'est pas que du steak, hein, c'est un mélange de steak et de trucs comme ça. D'ailleurs, ça se voit parce que sur la boîte, souvent, il y a écrit 50% de viande bovine. D'accord, mais le reste, c'est quoi? Et ok, on se pose pas de questions. Mais bon, d'un côté, on a toujours vécu dedans, donc on trouve ça normal. Prenons un exemple pas du tout clivant, la bidoche. En anglais, il y a l'expression « how the sausage is made », comment est faite la saucisse, pour désigner les réalités qu'il vaut mieux que le public sache pas trop. Et ça vient très concrètement de ce dont on parle. En 1905, le journaliste Upton Sinclair sort un roman, La Jungle, tiré de ses investigations dans les fameux abattoirs de Chicago. Un enfer si emblématique de ces débuts de l'agroalimentaire industrialisé qu'ils sont considérés comme l'origine du modèle fordiste, avec le travail à la chaîne, parcellisation du travail en monotâches répétitives, exploitation de grandes masses anonymes et concentration industrielle. Alors si vous connaissez pas le modèle Fordiste, c'est donc Ford, le mec des tututes, des voitures. En gros, avant, je grossis, et c'est pas exactement ça, mais dans l'idée, c'est avant, chacun avait une spécialisation. Avant, chacun avait des vraies compétences, des vrais trucs. Une personne faisait une voiture, imaginons. Pas exactement ça, mais tu vois l'idée. Ça demandait beaucoup plus de temps. L'ouvrier qui faisait ça était beaucoup plus qualifié parce qu'il savait ce qu'il faisait, pourquoi il le faisait et comment il le faisait. Et du coup, l'ouvrier, il était vraiment utile. Il avait une vraie plus-value.
vu là où Ford il s'est dit, et si chaque ouvrier faisait juste une partie, il sait pas pourquoi, il sait pas comment, il sait juste que, bah comme dans le truc de Chaplin qu'on a vu, hein, de moi j'ai juste à resserrer les boulons, c'est tout ce que je fais, resserrer les boulons. Juste après, il y a un mec, il assemble les boulons avec un autre truc, etc., sans savoir ce que tu fais. Ça fait qu'on est passé de mecs qui pouvaient te construire une voiture de A à Z à des mecs qui sont incapables de te dire ce qu'ils font. Donc ça, c'est des ouvriers non qualifiés. Et c'est tout bénef hein, pour les industriels, parce que ça fait gagner du temps, parce que ça va bien plus vite comme ça on peut pas le nier, de l'argent, parce que bah si ça va plus vite, tu rentabilises, et encore plus d'argent, et un contrôle sur ces ouvriers. Pourquoi? Parce que si ton ouvrier est qualifié, comme c'était le cas avant, il pouvait dire, moi j'ai une expertise, moi je sais faire ça, et tout le monde ne sait pas le faire. Donc tu as besoin de moi, donc tu vas pas me virer comme ça, tu vas pas m'exploiter comme ça, t'es obligé de me donner un minimum, sinon je me barre et t'es dans la merde. Maintenant, ils ont plus besoin de ça. Vu que n'importe quel neuneu, n'importe quelle personne peut juste serrer le boulon. Donc, ça fait que les employés non qualifiés, eh ben, ils peuvent pas foutre la pression à l'employeur. Bon, sauf si, là, il y a des grèves générales, et là, c'est autre chose. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est tout bénef pour eux, parce qu'ils peuvent même pas avoir la pression d'un employé qualifié qui dit, si je me barre, t'es dans la merde. Parce que non, barre-toi, il y en a 10 autres derrière, ou 100 ou 1000, qui peuvent faire la même chose, et qui seraient ravis de le faire. Et Ford, à ce niveau-là, c'est un génie du mal. On vous passe les détails à base de caca mélangé à la viande, des conditions de conservation daubées et de pauvres types broyés dans des machines. Mais les révélations étaient si choquantes qu'elles ont provoqué un électrochoc dans l'opinion publique. Tollé général, Roosevelt qui reçoit Sinclair, des régulations qui sont annoncées. Tout simplement parce qu'on venait de révéler aux gens le processus de production derrière les conserves de cornets de bif qu'ils s'achetaient en toute confiance dans les rayonnages des grands magasins sans même se demander ce qu'elles contenaient vraiment. Et c'est là où on a perdu pour moi une des batailles contre les marques, les entreprises, etc. C'est que avant, quand il y avait ce genre de révélation, bah là, comme ils l'ont expliqué, ça faisait un tollé. Ça faisait un vrai truc et les politiques, les pouvoirs publics, les journalistes, ils le montraient. Ils faisaient en sorte que ça soit changé. Ah ouais, le truc du caca et des humains dans le cornet de bif, impossible là. Là, va falloir faire de vrais trucs. Donc faut mettre des lois en place, faut mettre des labels en mode label qualité, faut faire des contrôles d'hygiène, etc., dans les entreprises. C'est pas possible. Aujourd'hui, j'ai l'impression en tout cas que quand il y a des dingueries comme ça qui sont dites, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Un peu, des fois, vite fait, mais on s'est habitué. Je veux dire, si aujourd'hui, les gens apprennent, je dis une connerie, hein, en plus ça se trouve c'est ça se trouve pas, on s'en fout, c'est pour l'exemple, mais si demain les gens apprennent que dans McDo, en fait, les nuggets, c'est des poussins broyés, vivants, que tu mets comme ça, là, pour ton nugget, c'est que c'est aussi des os de poulet reconstitués pour faire de la nuggets, je pense que beaucoup de gens continueront à manger McDo, que ça ferait pas le tollé que le truc du cornet de bif a fait à l'époque. Ça ferait un petit scandale, hein. Mais rappelez-vous de la viande de cheval dans les lasagnes, ça avait fait un scandale, mais on l'a pas un peu oublié très vite, et finalement, les gens continuent à manger des lasagnes Findus, tu vois. Ça se trouve, il y en a plein, vous savez même pas de quoi je parle là tout de suite, parce que c'était il y a 10 ans. Mais vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'ils ont tellement gagné, on est tellement aveuglé par la société de consommation, on est tellement dedans, et on a tellement, entre guillemets, pas le choix, parce que, il y a, entre guillemets, plus que ça, et soit on n'a pas l'argent pour vraiment prendre de la bonne qualité, boucher, fromager, boulanger, etc., soit on sait pas comment faire autrement aussi, parce que, tout le monde ne sait pas comment préparer un lapin. Je veux dire, t'as des lapins chez toi pour les bouffer, comment tu enlèves la peau? Tes poules, si t'as des poules, comment tu les plumes, tu les fais, machin, tout ça, tout le monde ne sait pas le faire. Donc non seulement on n'a soit pas les moyens d'acheter de la bonne qualité, ou on n'a plus les compétences pour les faire nous-mêmes, pour beaucoup. Et en plus on est tellement gavé d'informations en permanence sur plein de trucs, il y a des scandales qui soient politiques, industriels, artistiques, etc. toutes les 3 minutes que t'arrives plus à suivre. Un scandale, t'inquiète, ça va être éclipsé par un autre le lendemain. Regardez, genre un scandale comme l'affaire de Pardieu, je pense que dans les années 40 ou 50, on en aurait parlé pendant je sais pas combien de temps. Alors là oui, là on en parle, mais c'est déjà éclipsé par autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est même pas vraiment qu'on croyait que c'était fait d'une autre façon, juste on se posait pas la question. Sinclair avait juste décrit comment la saucisse était faite. Et au passage, ce qui a choqué le bourgeois et entraîné des normes notamment d'hygiène, c'est le contenu de la saucisse. Alors que la plupart du bouquin, c'était pour dénoncer l'exploitation des ouvriers. Et oui, parce que invisibilisation du travail, ça permet aussi d'invisibiliser les conditions de travail. Mais bon,
Ça, on s'en foutait, c'était surtout des migrants d'Europe de l'Est, ça touche moins les bons citoyens que ce qu'il y a dans leur assiette. Et alors la question du traitement des animaux, ça on n'en parle même pas, invisibilisée elle aussi, depuis qu'on a compris que c'était mieux d'éloigner les sites d'abattage de masse des centres-villes. Ah bah ça, déjà que le migrant d'Europe de l'Est, les gens s'en battent les couilles. Alors t'imagines bien que les animaux, c'est pas un sujet. Heureusement, ça change de plus en plus, et quand même, faut pas déconner, on essaye de faire des trucs, mais c'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie à quel point on se fait niquer, et c'est une dinguerie à quel point les bourgeois, ils sont indignés quand il s'agit de leur petit confort personnel, mais par contre, les droits humains de personnes qui sont plus défavorisées qu'eux, beaucoup, ça leur passe au-dessus. La saucisse, quoi, littéralement. Loin des yeux, loin du haut le cœur. Alors que bon, le gamin qui participe à la tuerie du cochon avec toute sa famille, voire le village entier, bah au moins il connaît toutes les étapes du processus. Il sait intimement ce qu'implique cette consommation, pourquoi une entrecôte, ça s'appelle comme ça, et même il le connaissait ce cochon, il l'avait côtoyé et engraissé pendant 1 an. Là c'est un exemple assez fort, mais cette déconnexion concerne l'ensemble des productions. Elles proviennent désormais d'entités lointaines et mystérieuses. Nous, ça nous paraît banal, mais à l'époque, ce changement allait pas du tout de soi. Mais c'est vrai que on se rend pas compte aujourd'hui, parce que comme ils l'ont dit, hein, ça nous paraît banal, mais c'est une dinguerie quand ils pensent. Il y a tellement de trucs qu'on a acceptés comme normal, que ce soit dans la consommation alimentaire ou autre, hein, qui en fait le sont pas. On s'est habitué à se dire, oui, en Chine, il y a des enfants qui travaillent toute la journée pour faire nos jeans. On le sait, c'est prouvé, ça a fait un tollé quand on l'a appris et tout, mais est-ce que ça a changé quelque chose? La Palestine se fait coloniser depuis les années 40, on le sait, tout ça. Là, c'est revenu sur le devant de la scène parce que les attaques du 7 octobre, tout ça, mais on a fait quelque chose. Le Tibet, c'est dépassé le Tibet, ça c'était une cause du 20e siècle, le Tibet, enfin. On s'en bat les steaks aujourd'hui du Tibet. Ouais, ça va. Coca-Cola qui fait en sorte que le coca soit moins cher que l'eau au Mexique. Ils ont tellement investi le lobby Coca-Cola là-bas que les Mexicains ils boivent plus de coca que d'eau et il y a des taux d'obésité scandaleux. On le sait, on fait rien. On sait qu'il y a des guerres civiles en Afrique avec des enfants soldats. On le sait. On fait rien. Collectivement, hein, attention. Je veux dire, on est tellement habitué à ce qu'il y ait toutes ces dingueries sur le capitalisme que quand tu veux être en mode « Non mais regardez, c'est scandaleux », aujourd'hui, tu passes pour un chieur. Les gens, ils vont dire « Ah ouais, t'es mal gauchiste ». En mode, c'est être gauchiste d'être humaniste. C'est être gauchiste de dire quand même, les enfants soldats, les enfants qui travaillent à la chaîne pour un bol de riz, c'est pas ouf quand même. T'es gauchiste de te dire ça? Bah écoute, si c'est gauchiste de dire ça, bah je suis le gauchiste originel, quoi. Là, encore une fois, je parle collectivement, hein. Évidemment qu'il y a des gens qui se battent contre ça tous les jours, que ce soit dans des procès, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans des assos, etc., etc. Évidemment qu'il y a des gens qui essayent, mais collectivement et globalement, on s'en fout. On continue d'acheter nos fringues pas chères sur Shine ou Asos. On continue à aller à McDo. On continue. C'est le monde, il est fait comme ça. En fait, j'ai l'impression que le capitalisme a tellement gagné la bataille, qu'elle soit culturelle, politique, industrielle, etc., ce que tu veux dans le 20e siècle, parce que le 20e siècle, c'était vraiment là où il y aurait pu avoir un tournant. Peut-être que là, on pourra en avoir un nouveau, effectivement, mais pour l'instant, en tout cas, ils ont tellement gagné la bataille que, plein de trucs qui sont censés être scandaleux, on les accepte parce que c'est comme ça. J'ai l'impression qu'on est revenu à l'époque du servage en mode bah oui, c'est le noble qui possède et nous on fait pour lui parce que c'est comme ça. Oui, Bernard Arnault, il a le contrôle sur plein de médias. Arnaud, Bolloré, etc. ils se sont tous associés pour acheter une école de journalisme. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux y faire? Et on fait rien, collectivement. Au début de l'industrialisation de l'agroalimentaire, on peut dire que c'était pas folichon. Les produits sont parfois frelatés à l'ouverture et vous vous retrouvez là, la boîte de conserve à la main, sans personne vers qui vous tournez pour vous faire rembourser. Ce qui explique les publicités à la fin du 19e qui insistaient lourdement sur la qualité de leurs produits. Car là où vous aviez l'habitude d'aller chez votre petit épicier, où vous pouviez sentir, toucher et même goûter les produits, vous vous retrouvez désormais devant une boîte en métal ou un bocal en verre qui ne révèle pas grand-chose de la qualité du produit. C'est vrai que ça, c'est un truc qu'on a tendance à plus du tout faire, mais ça devrait être normal de pouvoir goûter avant de consommer, en fait, quand y pense. Ou juste voir le produit. C'est pas ta boîte d'haricots verts. Tu vois des beaux haricots verts dessus, bien jolis, mais t'en sais rien comment ils sont à l'intérieur. Oh, mais c'est une dinguerie. On passe donc de l'ère du tasting, le goût, au testing, c'est-à-dire l'obligation d'acheter pour constater. C'était un peu la roulette russe. D'où aussi la standardisation des produits
qui assure au consommateur de toujours retrouver les mêmes saveurs quand il prend la même boîte. Alors mais ça, par contre, ils ont raison, ça a totalement fait d'être dans cette ère industrielle où tu fais pas toi-même, etc. Non seulement ça a énormément aidé la standardisation des produits, comme on l'a vu, tout ça, mais en plus, cette standardisation, elle a fait que s'il faut standardiser les choses, faut bien que ce soit des industries. Et donc si c'est des industries, c'est des marques, des entreprises. Et donc le petit boulanger, le petit machin, ou même la petite entreprise qui fait ça à la main, de façon à l'ancienne et tout, elle peut pas suivre parce que ce sera jamais totalement le même produit si c'est fait à la main. Et en plus, comme ils l'ont dit, ça incite à la publicité et pour dire non mais moi mon truc il est vraiment mieux, je vous jure. Et du coup ça nous habitue à avoir des standards de genre faut que notre tomate elle soit bien rouge, elle soit bien mûre, elle soit bien machin, notre carotte il faut qu'elle soit bien droite, bien orange, etc. Alors que c'est pas comme ça des carottes et des tomates normalement dans le jardin. Et même le jambon, le jambon c'est pas rose, le jambon c'est gris normalement, c'est juste qu'on rajoute un truc pour qu'il ait l'air bien rose et appétissant, mais normalement c'est pas rose le jambon. Et sans parler de ça, ça nous a habitués à avoir des pubs, parce que fallait bien des pubs pour dire que ce produit il est bien. Et comme ça nous a habitués, on a de plus en plus facilement accepté les marques, l'industrialisation, le capitalisme, et on en est là où on est aujourd'hui. On se décharge cognitivement sur elle du contrôle qualité et on automatise le rachat pour n'avoir plus qu'à reconstituer notre stock de marques habituelles. Pourquoi ça s'appelle comme ça d'ailleurs? Eh bien parce que depuis longtemps, on marquait les produits, comme des amphores, du pain ou du bétail, pour garantir leur origine. À partir du 19e siècle, le rôle de la marque, au sens qu'on connaît aujourd'hui, c'est redonner une identité à un produit devenu abstrait et renouer cette confiance. Le procédé était toujours inaccessible, mais maintenant tu identifies quand même le produit à une marque et tu te dis « Ok, bon exemple. Ça je connais, je consomme pas un truc au pif ». C'est donc à cette période qu'apparaissent les premiers leaders mondiaux, qui perdurent encore aujourd'hui d'ailleurs. Heinz, Campbell Soup Company, Kodak, Coca-Cola, Gillette, Nabisco, Kellogg's, etc. Imaginez, vous faites des gâteaux apéro. Vous proposez un produit industriel transformé, venu de vos immenses exploitations de céréales à Perpète-les-Oies, transporté ensuite plus loin dans vos usines pour être transformé massivement en farine, farine mélangée encore plus loin en une pâte à gâteau de votre mystérieuse recette bien gardée. Autant c'est pratique pour refiler ça en masse sur le front à des soldats qui n'ont pas le choix. Mais pour le vendre au grand public, c'est juste des biscuits douteux. Mais si vous vendez des Krusters, avec sa forme et son emballage reconnaissable et la figure de ce bon vieux Major Kruster, ça change tout. C'est pour ça que les premières grandes marques essentiellement d'agroalimentaire se sont choisies pour mascotte des figures paternelles, bienveillantes, qui fleurent bon le terroir et la tradition. Du bon lait et une généreuse couche de framboise pour un yaourt au bon goût de fruits. Alors, on n'est pas dupes, on se doute bien qu'en cuisine, c'est pas une laitière du XVIIe siècle qui prépare les petits pots. Comment ce n'est pas le Colonel Sanders qui fait le KFC? Je suis choqué. Mais non, mais ils ont raison, on se fait tellement baiser par ça, et le pire c'est que ça marche encore aujourd'hui. Le plus gros braquage de l'industrie avec ça, c'est quand même Coca qui a pris la figure du Père Noël pour sa gueule, quoi. C'est un truc de fou. Pourtant, c'est bien l'image qu'on a de la marque, au détriment de la réalité de la production du produit. Le nom et l'image de la laitière finit par être le seul dans nos imaginaires. Alors que c'est un tableau à la base, le truc, c'est ça qui est dingue. Et même sans parler de ça, mais c'est ça qui est fou, c'est que ça marche pour tout le monde. C'est ça qui est terrible, c'est que même si tu le sais, ça marche. Tu vas prendre Coca plutôt que la sous-marque Coca, ou que la sous-marque de cola. Tu vas prendre cette bonne marque plutôt que l'autre si t'as les moyens, évidemment. Si t'as pas les moyens, tu prends ce que tu peux et tu fermes ta gueule. Mais si t'as les moyens, tu vas forcément prendre une marque plutôt qu'une autre, alors que, ça se trouve, il y a des marques peut-être moins connues qui sont tout aussi bonnes, voire meilleures. Mais on se fait avoir. Et bien sûr, ce n'est pas l'unique outil dont disposent les publicitaires. C'est en même temps que les marques qu'apparaissent la publicité, les magazines, qui vient de magasin d'ailleurs, et tout l'imaginaire de la société de consommation. Le packaging des produits, les pubs papier, radio et plus tard télévisuel, ainsi que le sponsoring des équipes sportives, et tous ces trucs-là, c'est le branding. C'est là que la marque va révéler son plein potentiel, car grâce au branding, on va pouvoir aller beaucoup plus loin que de juste redonner confiance au consommateur en nos produits, on va pouvoir lui donner une identité de marque. Nos gâteaux apéro du Major Kruster, ils sont bien sympas, ils remplissent leur office, ils nourrissent les gens. C'est la base de ce qu'on attend d'eux en les achetant. Cette fonction de base du produit, c'est ce qu'on appelle la valeur d'usage. Mais grâce au pouvoir associatif, nous venons d'ajouter à notre produit une valeur signe. On a non seulement rétabli une relation de confiance, mais on a insufflé à nos gâteaux des représentations et des valeurs qui vont lui créer une véritable personnalité et une toute autre saveur, indépendante de leur valeur d'usage. Donc en gros, l'idée, si j'ai bien compris, mais je pense avoir bien compris, c'est que la marque à la base, l'intérêt d'avoir une marque identifiable, c'est pour dire t'inquiète, tu peux les manger, ils sont bien. Et en plus, c'est pas que ils sont bien à manger, c'est qu'en plus
plus, ils sont bons à manger. Miam miam. C'est quand même des génies maléfiques, hein, les marketeurs et les trucs comme ça. Ça, on peut pas leur enlever que c'est quand même des génies. Maléfiques, horribles, mais des génies. Ce super pouvoir de la marque ouvre de nouvelles possibilités, ou une boîte de Pandore, hein, selon comment vous le voyez. Car avec quelques pubs et un design adapté, on peut associer notre baie de pâte salée coupée en morceaux et passée au four à l'idée de convivialité et de moments partagés entre amis. Ce n'est plus un biscuit qu'on achète, ce sont des éclats de rire en soirée, des souvenirs forgés devant un match de foot, une partie de Mario Kart ou lors du barbecue dominical. Ces petits pétales à croquer deviennent des morceaux de bonheur, car ce sont aussi ça, les crusters. Ce principe d'ingénierie symbolique qui donne un sens au produit au-delà de sa fonction première, on peut constater sa mise en œuvre concrète avec un produit aussi basique que l'eau. L'eau a une valeur d'usage énorme puisque, comme j'espère que vous le savez, elle est indispensable à votre survie. Ah bon? Genre il y a besoin d'eau dans la vie? Putain, je savais pas ça. Heureusement qu'ils le disent parce que moi je bouffe du goudron tous les jours. Hein. Mais c'est vrai que l'eau, c'est vraiment le truc, même petit, hein, je me disais ça, que pourquoi est-ce qu'on a besoin d'acheter de l'eau de marque? Pour l'eau du robinet, oui d'accord, il y a du calcaire, tout ça, mais c'est de l'eau quoi. T'en bats les couilles que ce soit Evian, Nestlé ou ce que tu veux. C'est de l'eau, c'est de la flotte. Mais ils sont tellement forts qu'ils arrivent à nous dire, bon sauf quand c'est les eaux, magnésium, etc. Mais pour de l'eau classique, ils sont tellement forts qu'ils arrivent à nous dire, prends cette marque d'eau plutôt que celle-là, elle est meilleure. Transparente, inodore, elle n'a quasiment aucun goût et pourtant il en existe de très nombreuses marques. En jouant sur des différences minérales, chacune a développé une personnalité forte, lui permettant de cibler un public particulier. Volvic parlait directement aux fans de sport en utilisant Zidane comme égérie dans une pub qu'ils ont d'ailleurs reprise plus récemment avec Antoine Dupont. Toujours dans une logique sportive, mais moins prestigieuse, Cristalline jouait beaucoup de l'image de Giroud, le célèbre entraîneur d'Auxerre, qui avait la réputation d'être une énorme pince. Doucement avec la cristalline. Mais Evian va encore plus loin en nous faisant carrément miroiter la perspective de redevenir des nourrissons. Contrex, qui s'est longtemps adressé aux femmes avec un axe minceur. Désolé, hein, mais les pubs Cristalline, Staline et Evian, elles sont trop bien. Elles sont trop bien foutues. Elles te donnent une identité incroyable. Et vous vous souvenez de ça? Si dici che ormai del 2011... Oui, on s'en souvient. Alors là, vraiment, il y a tout. On te raconte une légende locale du Gévaudan pour que tu aies l'impression qu'en achetant ton pack au supermarché, eh ben au fond, tu bois la même eau à laquelle tes ancêtres font confiance depuis la nuit des temps. Alors personnellement, j'ai déjà bu de l'eau à la source en Auvergne. C'est même de l'eau rouge et pétillante si vous voulez ça. Pétillante naturelle, rouge grâce à la roche. Si tu veux, la source, en fait il y avait de la roche rouge dans la source. Et du coup quand tu prenais l'eau à la source, elle était rouge et pétillante, c'était une dinguerie. Mais non, ça a pas de goût de Kézak. Désolé de vous briser vos rêves, mais non. Mais super bonne cela dit, hein, l'eau de la source. Pas un machin industriel, hein, mais naturel, artisanal, qui renvoie au terroir et à la tradition. Je veux dire, quelle marque a un slogan en occitan? La boire. Et qu'on l'appellerait Kézak. Le processus de production est tellement invisibilisé qu'on dirait que c'est directement de la source à la bouteille en plastique. Ce qui est d'autant plus fort de café que la source en question là, où tes aïeux étaient censés puiser depuis des générations, elle a précisément été privatisée par un industriel à la fin du 19e pour donner la marque Kézak. C'est des génies du mal. On peut pas leur enlever que c'est des génies du mal, mais ça me fascinera toujours le cynisme des industriels, des entreprises, des capitalismes. C'est fou quoi. C'est même pas comme s'ils étaient pas au courant. Tu vois, c'est pas comme si Kézak avait privatisé la source et avait fait genre ah bah non notre eau elle est bien mais c'est tout. Non, ils jouent sur le côté à l'ancienne etc. Alors qu'ils savent très bien que à cause d'eux justement les gens peuvent plus faire comme à l'ancienne à Kézak. C'est des génies du mal. Elle-même reprise un siècle plus tard par Nestlé qui nous a pondu cette pub commandée à Ridley Scott. Ridley Scott, le réalisateur de Alien, Blade Runner et tout. Je vois que Ridley Scott a très bien compris ses films, hein. Que ce soit Blade Runner, Alien, c'est la critique du capitalisme, critique du fait que les humains sont jetables et sacrifiables tant qu'il y a du profit derrière. Je vois qu'il a très bien compris ses films, hein, Ridley Scott, c'est bien. Mieux, Nestlé possédait aussi d'autres marques d'eau déjà évoquées, vendues sur leurs images distinctes, comme Contrex, mais aussi Vittel, Epar ou Perrier. Et ça, c'est le second pouvoir de la marque, le pouvoir dissociatif. Si nos crusters se retrouvent associés aux apéro-foot entre bonhommes, il suffit d'envisager une autre marque avec une identité dissociée pour viser un marché plus féminin. Voilà tout le cynisme du capitalisme. D'une main, on nous vend du Axe, une marque qui vend aux mecs lambda qui vont choper plein de meufs, et de l'autre, du Dove qui vend aux meufs une beauté pour elles-mêmes dans leur diversité. En achetant ces marques, on se pense aligné avec leurs valeurs, alors que dans les deux cas, ça va dans les poches de leur société mère Unilever. Et ça, c'est vraiment... C'est une dinguerie comment... C'est vrai, mais comment
comment on s'en rend même plus compte, genre combien de fois j'ai vu des gens dire ouais moi je boycotte Coca et sortir du Fanta, que Fanta appartient à Coca en fait, donc si tu boycottes Coca tu bois pas de Fanta. Et c'est là où c'est horrible, c'est que c'est là où le boycott ça peut être compliqué, c'est que en fait c'est tellement des multinationales, des conglomérats, des trucs avec des entreprises qui appartiennent à une autre achetées par machin que en fait au bout d'un moment si tu veux boycotter une marque, bah tu dois en boycotter 20 et c'est ultra compliqué. Mais c'est des génies du mal encore une fois. Et pas que dans ces deux cas de figure d'ailleurs, puisque Unilever détient de nombreuses marques apparaissant dans nos rayons de produits d'hygiène, ainsi que dans nos rayons alimentaires, de boissons, de glaces et de produits... Regardez, si tu veux juste boycotter Lipton, tu veux boycotter Lipton, le Ice Tea, tout ça, c'est-à-dire qu'il faut que tu boycottes aussi Mai, Knorr, Häagen-Dazs, Magnum, Ben & Jerry's, Cornetto, Sunlight, Vim, etc., etc. Tu te rends compte tout ce que tu dois boycotter si jamais tu veux boycotter ne serait-ce qu'une marque? C'est une dinguerie. Dans cette bataille symbolique, tous les belligérants sont équipés par la même entreprise qui démultiplie les valeurs qu'elle porte à travers une multitude de marques dans le seul but de vendre au plus de monde possible. Tout comme le gros Coca plein de sucre et de caféine, déjà, ils ont le Coca zéro. Mais innocent. La boisson saine, qui s'inquiète de notre santé et qui nous met des fruits et des légumes directement dans la bouteille. Eh ben, c'est aussi Coca. Ces dissociations ont des effets très concrets. Elles peuvent, par exemple, justifier des écarts de prix. Elles peuvent même servir de marqueur de statut social. Cette échelle que l'on connaît tous, c'est l'imaginaire de chaque marque qui l'a engendré. Vous savez bien qu'on ne percevra pas de la même manière quelqu'un qui porte un costume Hugo Boss que la personne qui s'habille en survêt Adidas. Dis-moi ce que tu portes, je te dirai qui tu es. En tout cas, ce que la société veut te faire dire qui tu es. Que tu peux être en Adidas et être super intelligent, diplômé, médecine, tout ça, juste tu kiffes parce que c'est confortable, et être en Hugo Boss et être complètement con, tu vois. En fait, on assiste ici à une nouvelle forme de fétichisation de la marchandise, car nous lui prêtons désormais une valeur totalement décorrélée de denrées concrètes et du travail réel qui a permis de la produire, permettant ainsi de lui accoler à peu près n'importe quel sens, même quand ça n'a aucun lien évident à la base. Après, ça marche pas à tous les coups. Il suffit pas de prendre tous les atours pour accoler une représentation à sa marque. Il faut aussi un petit peu de flair pour jauger l'air du temps. Mais reprenons nos gâteaux apéro, le produit populaire par excellence. Des Crusters, un petit godet et ses merguez parties. Cette image, elle pourrait rebuter une clientèle qui voudrait pas être associée à un truc de gros beauf. On pourrait tout à fait casser ça en associant plutôt notre produit à l'aristocratie. Pourquoi pas après tout, hein? Un packaging en sachet individuel, un tarif plus élevé, un argumentaire autour de la qualité artisanale et une actrice de renom. Ou encore mieux, une figure de la royauté française et le tour est joué. S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent des Crusters. Il serait capable, il serait tellement capable de faire ça. Notre gâteau apéro fait désormais luxe. Fait luxe, hein, vous savez, comme Ferrero Rocher, qui a beau donner une image de la haute à ses chocolats, littéralement la nourriture des dieux, sauf que, bon, perso, j'y ai jamais participé, mais je suis sûr qu'aucune réception d'ambassadeur digne de ce nom ne servirait des Ferrero Rocher. Imaginez Macron, il sert ça au roi d'Angleterre. Ah non. Maintenant, pensez juste à l'hiver. Feu de cheminée, petit plaid, chocolat chaud, une bonne dinde et Coca-Cola. Voilà, c'était sûr. C'était sûr. Coca, ils sont trop forts. C'est vraiment des enfoirés, mais ils sont trop forts. D'ailleurs, ils ont repris le Père Noël dans leur pub et dans leur imaginaire, justement parce que bah personne ne boit de Coca en hiver normalement, parce qu'il fait froid. Donc comme il fait froid, bah tu bois des boissons chaudes. Pour ça qu'ils ont repris le Père Noël, les ours polaires, etc. pour pouvoir justement vendre aussi du Coca en hiver. Et le pire, c'est que ça marche. Ah, c'était trop bien ces pubs là quand même. C'est là où ils sont forts, c'est que là la pub elle date de 97, donc j'avais 4 ans et je me rappelle de ce genre de pub de Coca avec les ours, avec machin et tout. Et ouais, bah ouais, ça me rend nostalgique. La pub c'est tellement efficace que même si tu sais qu'elle te baise, même si tu sais qu'elle essaie de te manipuler, ça marche quand même, un minimum. Ça a un effet. Moi ça me rend nostalgique de voir ça, je vais pas vous mentir, hein. Je suis en mode ah quand même, j'avais 4 ans, la belle époque. Alors que bah c'est Coca quoi, c'est des connards. Ah ouais, ça nous paraît tout à fait normal, alors que quand même, quel tour de force. Mais rendez-vous compte à quel point c'est contre-intuitif. Parce que, évidemment, ce bon soda bien frais, ils en vendaient des tonnes en été, mais pas trop le reste de l'année. Alors ils sont parvenus à l'associer dans nos esprits à la période hivernale, grâce à la figure tutélaire du Père Noël. Au point qu'on a presque été persuadé qu'ils l'ont inventé, parce qu'ils ont contribué à populariser la représentation graphique qu'on lui connaît aujourd'hui. Alors, il y a plein de gens qui croient encore que le Père Noël, il est en rouge à cause de Coca. Non, la vérité, c'est que même avant Coca, le Père Noël, il était déjà en rouge, mais aussi des fois en bleu, en vert, etc. Et c'est vraiment Coca, par contre, qui a mis dans la tête des gens que Père Noël est égal à rouge et ça bouge plus. Mais avant, il était déjà en rouge, la plupart du temps d'ailleurs, il était plus en rouge qu'autre chose. Mais de temps en temps, il changeait. Tout va bien.